suis Hamzat Boukari Yabara, je suis historien, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Je préside une organisation qui s'appelle la Ligue panafricaine Umoja et ici je suis également président du comité international d'orientation du musée des civilisations noires de Dakar. Très bien. Alors, monsieur Hamzat, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler du panafricanisme ou bien des panafricanismes? Non, il y a un panafricanisme qui a une histoire, qui a une trajectoire et qui a après effectivement des ramifications parce que les situations ne sont pas les mêmes selon l'endroit où l'on se trouve, selon l'histoire du pays depuis lequel on regarde le reste du monde. Donc pour moi, il y a un panafricanisme mais qui a effectivement des déclinaisons, qui a des qualificatifs radical, modéré, contestataire, révolutionnaire, etc. Alors, et quand vous parlez de panafricanisme de combat, que faut-il en entendre? Il y a des panafricanismes qui ne sont pas de combat? Il y a des panafricanismes dont la question du combat n'est pas la priorité. C'est plutôt la question de l'adaptation aux règles néolibérales, de l'adaptation aux règles simplement dites démocratiques sans même forcément les contester. C'est, je dirais, un panafricanisme qui a abandonné peut-être la bataille des idées et qui a juste repris les vieux dogmes et qui essaie de voir comment ces dogmes-là peuvent encore fonctionner, l'intangibilité des frontières et ce genre de choses-là. Or, aujourd'hui, le monde nécessite, je pense, une vraie révolution des idées. Et le panafricanisme est une idée révolutionnaire, donc il faut effectivement la faire redémarrer. Et quand vous dites de faire un travail de cohésion du panafricanisme, c'est-à-dire quoi? En fait, nous sommes dans une situation qui est extrêmement fragmentée. Il y a énormément, je dirais, de lignes, de courants, de figures, de discours qui apparaissent. Et l'un des enjeux, c'est de lui remettre de la cohésion, de rappeler un peu les fondamentaux, les dénominateurs communs. Haïti, par exemple, est un dénominateur commun du panafricanisme. Donc il faut se consacrer sur Haïti. Le Congo, dans le contexte de la division coloniale de l'Afrique à Berlin, est un enjeu stratégique du panafricanisme. Donc il faut se concentrer sur le Congo. La Palestine, en termes de solidarité internationale, en fait aussi partie. Les territoires qui restent à décoloniser. Donc il y a un certain nombre, je dirais, de priorités qu'on a un peu mis sous le tapis parce qu'on ouvre énormément de portes et de champs qu'on ne referme jamais. Alors, le panafricanisme, on sait qu'il est né véritablement dans la diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces contrées du monde où se trouvent les Africains, le panafricanisme est aussi actif ou bien il est dormant? Le panafricanisme est actif, mais il n'est pas souvent présenté sous l'étiquette panafricanisme. C'est la difficulté, d'autres termes sont apparus, les afrodescendants, les diasporas, etc. Et souvent le terme panafricain renvoie généralement à une ligne un peu plus politisée, qui n'est pas toujours saisie par les premiers concernés, parce que souvent ils sont intégrés aussi dans l'histoire de leur pays d'exil ou d'adoption ou de déportation. Donc c'est cette décolonisation aussi de ces histoires-là qu'il faut faire. Décoloniser l'histoire de la Colombie pour montrer justement la présence africaine, décoloniser l'histoire de la Caraïbe, de la Jamaïque, de toutes ces histoires où nous sommes présents en tant que diaspora, et produire une histoire panafricaine qui est tout à fait capable d'expliquer l'histoire des relations internationales en montrant comment nos ancêtres ont joué ici ou là un rôle prépondérant. Alors pour terminer, vous avez dit peau noire, masque blanc ou alors les damnés de la terre, c'est un peu difficile pour les lycéens qu'il faut leur lire d'abord la lettre de Fanon à ses parents. C'est quoi le contenu de cette lettre? Alors, dans la lettre à ses parents, il est dans la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale en France, et il explique qu'il s'est trompé de cause. Il s'est engagé pour une fausse cause qui est celle des laïciens et des politiciens habiles, enfin mal habiles. Et il dénonce en fait le mythe de la mère patrie, il dénonce le mythe de la France des Lumières, de la France universelle. Et il explique qu'il ne veut pas, s'il meurt, il ne veut pas qu'on dise qu'il est mort pour cette cause-là. Bien qu'elle soit noble, il ne veut pas qu'on dise qu'il est mort pour cette cause-là. Et c'est très important parce qu'il a cette phrase, il dit « je me suis trompé ». Et donc à 18 ans, avec la fougue que l'on a quand on a 18 ans, il reconnaît qu'il s'est trompé. Et c'est extrêmement important parce que beaucoup de gens, parce qu'ils ont des problèmes d'ego, ils ont du mal à reconnaître qu'ils sont dans la mauvaise direction, persévèrent dans des voies sans issue. Et Fanon montre qu'il faut savoir se remettre en question et se remettre en cause par rapport à des idéaux qui n'en sont pas. Dans la lettre de démission de l'hôpital Bida Joinville,
Eh bien, il explique tout simplement qu'il ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions-là, vu la situation politique, vu ses propres convictions, et qu'il démissionne tout simplement de son travail à l'hôpital de Blida-Joinville, pour être en phase, je dirais, avec sa propre conscience, sa propre éthique. Et ça aussi, c'est un élément, je pense, important. Nous devons sortir des activités professionnelles qui sont contraires avec notre éthique, notamment notre éthique politique et militante. Une citation de Fanon que vous gardez en tête qui vous habite. Le plus grand danger qui guette l'Afrique, c'est l'absence d'idéologie.